Bonsoir et merci à tous nos amis d'être venus aussi nombreux pour accueillir, comme je le souhaite très chaleureusement, Mathilde Panot, présidente. Qui vous a fait l'honneur de venir soutenir notre campagne. Mathilde, qui nous a si souvent réjouis par son autorité politique comme présidente du groupe des députés FI à l'Assemblée nationale et qui, vraiment, je suis assez émue de l'accueillir ici. Vraiment, merci. Voilà, bon, pour Adrien Clouet, ça sera plus simple. On commence à le connaître, il commence à être connu. Il commence à rosir les murs de la Ville Rose avec ses affiches et je voudrais tout particulièrement remercier les amis qui nous aident à faire une campagne extrêmement belle, tonique, où nous avons de très très belles rencontres et des bons retours. Nous souhaitons donc que Mathilde apporte le dernier coup de pouce pour que ça passe sur cette Circo 1 qui est quand même tout de même une Circo très prisée à Toulouse, je dirais prestigieuse pour son histoire politique et pour ce qu'elle est économiquement, ce qu'elle représente aussi de diversité et de poids politique international et aussi de poids politique pour l'indépendance nationale avec une industrie qui certes est de pointe mais qui pose quelques problèmes tout de même. Donc bonne soirée à vous et je repasse la parole à nos invités. Bonsoir Anne. Vous m'entendez pas? Ah si, vous m'entendez bien. Bonsoir à vous toutes et tous. Merci beaucoup Aline pour l'introduction et c'est un grand bonheur d'être avec vous à Toulouse aujourd'hui. Bonheur un peu particulier pour moi parce que je viens soutenir Adrien Clouet. Non seulement parce que je le connais depuis 15 années, donc ça commence à faire longtemps, mais aussi parce que si je suis aujourd'hui députée, présidente de groupe, eh bien c'est un peu la faute d'Adrien Clouet, puisque c'est lui qui m'a embarqué dans l'aventure politique. Donc pour moi c'est à la fois un ami, un militant exceptionnel qui, pour celles et ceux qui le connaissent, a une idée non pas à la minute mais à la seconde, qui nous fait depuis très longtemps des argumentaires qui sont absolument béton, donc je vous assure qu'il y en a dans sa tête. Et puis, Adrien, c'est aussi celui qui, avec Clémence Guettet, les deux personnes qui ont coordonné le travail programmatique de l'élection présidentielle. Et vous avez peut-être vu que, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire dans les médias, 80% au moins des gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, les 22% qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, disent qu'ils ont voté pour le programme. Donc vous avez devant vous celui qui est responsable à 80% des 7,7 millions de voix, ce qui fait qu'il pèse quand même beaucoup. Et donc vous avez de la chance de l'avoir aujourd'hui comme candidat. Alors aujourd'hui, nous menons avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale une campagne partout dans le pays et c'est pourquoi je suis ici. Et d'ailleurs, j'en profite pour m'excuser tout de suite parce que je devrais partir un peu avant la fin de la réunion puisque je continue le Tour de France derrière. Nous ne nous présentons pas, les candidats de la NUP, comme nous disons, nous ne nous présentons pas devant vous, aux voix, en vous disant... Nous voulons être le maximum de députés d'opposition à la politique d'Emmanuel Macron. Nous sommes en train de se présenter devant vous, partout dans le pays, avec une candidature unique, pour dire que oui, nous pouvons remporter cette élection législative, ce troisième tour de l'élection présidentielle, non pas par goût du pouvoir, mais pour appliquer un programme qu'il est urgent d'appliquer dans ce pays, et surtout pour reprendre le pouvoir à Emmanuel Macron. Alors, on comprend assez vite que nous sommes en train de vivre un moment assez historique et on le comprend lorsque Emmanuel Macron est à peine réélu que 2 heures après, sur tous les plateaux télé,
La discussion qui a lieu, c'est de savoir combien de pourcentage de Français, c'est-à-dire 68% des Français, donc une très large majorité, veulent une cohabitation dans le pays. Ce qui est quand même assez incroyable quand elle vient juste d'être élue à peine 2 heures après. Et on le comprend aisément pourquoi. Parce que cette élection présidentielle n'a pas tranché les grands enjeux auxquels nous devons faire face. Elle ne les a pas tranchés parce qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui le président le plus mal élu de la Ve République. Alors souvent on nous dit mais non, il y a 1969. Alors certes, 1969, mais cela n'avait rien à voir et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'au second tour de l'élection présidentielle de 1969, il y avait un candidat de droite et un candidat centriste, et la gauche avait appelé à boycotter le second tour des élections présidentielles. Donc vous comprenez que quand on arrive à quasiment les mêmes niveaux d'abstention, on n'est pas dans la même situation que lorsqu'on se retrouve avec Emmanuel Macron qui est face à une candidature d'extrême droite. Donc oui, Emmanuel Macron est le plus mal élu de la Ve République, mais surtout ce que ça veut dire, c'est qu'il est faux de dire qu'Emmanuel Macron a aujourd'hui un mandat pour gouverner dans le pays sur la retraite à 65 ans, 70 ans si on prend l'ensemble des annuités. Il est faux de dire qu'Emmanuel Macron a un mandat pour faire du RSA, qui est un droit dans notre pays, à 575 € par mois, je le rappelle pour les puissants qui pourraient croire qu'au RSA on vit extrêmement bien, de le conditionner à 15 à 20 heures de travail gratuit. Il est faux de dire que Emmanuel Macron a aujourd'hui un mandat dans le pays pour continuer à détruire les services publics, et notamment, je pense à l'hôpital qui est à genoux, ou encore à l'école qui est dans une situation dramatique dans ce pays. Donc, Emmanuel Macron n'a pas de mandat pour faire cela. Et donc, nous avons raison de dire que c'est le 3e tour de l'élection présidentielle. Et ce que nous visons à faire le 12 et 19 juin, c'est non seulement d'avoir une majorité de députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, mais avec cela un gouvernement de cette nouvelle union, avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, et donc de faire de Macron un président sans gouvernement. Bon alors, vous avez vu, il serait quand même temps qu'on arrive à faire ça, parce que dès le soir de son élection, Emmanuel Macron nous expliquait qu'il allait maintenant être toute bienveillance dans ce nouveau mandat. Bon, on a peine à le croire, hein, quand on se rappelle, nous on se rappelle, hein, des 32 personnes à qui ils ont enlevé un œil lors des manifestations de Gilets jaunes, des 5 personnes à qui ils ont enlevé une main lors de ces mêmes manifestations de Gilets jaunes, de Zineb Redouane qui a été tué à Marseille, etc., etc. On pourrait continuer assez longtemps. Mais bon, bref, il nous explique la bienveillance, la nouvelle méthode démocratique. Bim, 2 jours après, que nous raconte-t-il? Que la réforme des retraites à 65 ans pourrait passer par 49.3, merci beaucoup, pourrait passer par 49.3, c'est-à-dire par force. Bon, et puis après, ils nous ont vendu le tournant écologique et social de ce nouveau quinquennat. Vous n'avez qu'à regarder la couleur qu'annonce la Première ministre. Je ne parlerai que d'elle parce que je sais que Adrien va continuer ensuite sur ce gouvernement. Mais le choix de cette Première ministre annonce la couleur. Vous avez la femme qui a organisé la réforme de l'assurance chômage. C'est juste sur le dos des chômeurs, des personnes privées d'emploi dans notre pays. 2 milliards d'euros d'économies qui ont été faites et 1,13 million de chômeurs qui ont perdu des droits à cause de cette réforme. Madame Borne, c'est aussi celle qui, à contrario, avait redonné 1,18 milliard d'euros aux concessions d'autoroutes où, vous savez, quand vous passez au péage, lorsque vous mettez 1 €, vous payez 50 centimes aux actionnaires des compagnies d'autoroutes. Donc elle avait prolongé les concessions. Madame Borne, c'est celle qui a été la ministre fantôme de l'écologie, qui a été la fossoyeuse du service public ferroviaire et du rail. Bref, Madame Borne incarne ce qui va continuer dans la politique d'Emmanuel Macron en termes de maltraitance écologique et sociale. Alors, je me suis perdue dans mes fiches. Forcément, si elles tombent, ça ne va pas. Donc, on annonce la couleur avec ce gouvernement. Ah oui, j'ai oublié quelque chose sur Madame Borne que je tiens à vous dire, c'est que c'est aussi celle qui a sanctionné Anthony Smith, dont vous vous rappelez peut-être, qui est un inspecteur du travail qui avait juste fait son travail, c'est-à-dire demander pendant le premier confinement à ce que les aides à domicile puissent avoir des masques pour se protéger et des équipements pour se protéger, et qui, pour avoir osé demander à ce qu'on respecte le droit du travail sur cette question-là, au moment où ces femmes étaient en première ligne, a décidé de le sanctionner et de lui enlever son emploi.
Nous avons réussi avec une grande lutte à le récupérer, mais c'était extrêmement dur. Et là, Madame Borne a fait une dernière trouvaille, peut-être l'avez-vous entendu. Vous avez vu qu'ils ont fait ce qu'ils ont appelé un bouclier tarifaire sur la question de l'énergie, de l'électricité et du gaz. Ils avaient promis, il y a quelques mois, que jamais, au grand jamais, ils ne répercuteraient sur le prix du gaz l'année prochaine et les années suivantes ce bouclier tarifaire qu'ils avaient fait. Eh bien, qu'annoncent-ils, alors qu'ils avaient promis le contraire? Ils annoncent que finalement, ils autorisent Total Energy, 16 milliards de bénéfices l'année dernière, ils autorisent Engie, ils autorisent EDF et autres à augmenter de 8% la facture l'année prochaine, alors que des millions de familles sont déjà prises à la gorge. Et pour vous donner une idée, sur une famille de 4 personnes, ça veut dire 150 € en plus par an sur la facture, et ce, sans compter l'augmentation de l'électricité qui pourrait encore augmenter. Dernière trouvaille assez magnifique, et qui nous montre que oui, il est impératif et urgent de bloquer les prix à la baisse dans notre pays, en commençant par l'énergie, les carburants, tous les produits de première nécessité, notamment les fruits et les légumes. Et avec nous, avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, et un gouvernement de la nouvelle Union populaire, nous ferons en sorte qu'il y ait les quantités indispensables à la vie digne d'eau et d'énergie, notamment d'électricité, qui soient gratuites pour qu'enfin on y finisse avec des situations d'indignité dans notre pays. Bon, enfin vous l'aurez compris, Emmanuel Macron reste Emmanuel Macron et 5 ans de plus serait 5 ans de trop. Et c'est pourquoi nous avons, dans le moment historique que je raconte où il y a finalement une recomposition politique qui est en train de se jouer, nous avons pris l'initiative de justement créer cette nouvelle Union populaire écologique et sociale avec différentes forces politiques dont je vois certains des représentants et je les remercie pour leur soutien à la candidature d'Adrien Clouet, comme nous avons, nous, des soutiens à d'autres candidatures dans d'autres circonscriptions. Cet accord-là n'est pas un accord électoral de coin de table que nous aurions signé en nous disant « Tiens, je te donne telle circonscription et tu me donnes telle circonscription ». Cet accord est un accord programmatique. Programmatique sur lequel, pendant des jours et des nuits, nous avons abordé et déconstruit un à un nos désaccords. Adrien Clouet en a fait partie. Et qui arrive à un programme de gouvernement partagé avec 650 mesures. 650 mesures que vous pouvez aller retrouver un peu partout et sur lequel, peut-être sur 95%, 96% des points, nous sommes avec toutes les forces politiques présentes d'accord. Et c'est important. Pourquoi c'était important qu'on fasse ça? Parce que sinon, effectivement, c'est qu'un accord électoral. Si on avait fait 15 points programmatiques avec lesquels on est d'accord, lorsqu'on arrive au gouvernement, on est bien barré pour gouverner ensemble. Alors que là, ce travail a été fait. Ce travail a été fait, et sur les 5% de points sur lesquels nous avons renvoyé à nos programmes respectifs, parce que nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout, et on n'est pas en train de le cacher, on l'a affiché dans le programme. Eh bien, nous disons que nous allons introduire en quelque sorte de la 6e République dans la 5e République. Plutôt que d'avoir un président de la République qui décide de tout seul, nous allons faire en sorte qu'il y ait une vraie vie parlementaire dans ce pays, qu'il y ait des vrais débats parlementaires. Et s'il faut les trancher par des votes au Parlement, voire parfois par des référendums, à chaque fois, il faudra faire des majorités populaires sur les sujets que nous porterons. Voilà comment nous allons gouverner ce pays, à l'inverse exactement de ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant 5 ans, c'est-à-dire un pouvoir solitaire et autoritaire. Nous allons remettre de la démocratie avec une république de l'implication populaire partout et tout le temps. Alors, nous tenons en quelque sorte le fil de l'histoire et il faut se rendre compte de ce que nous sommes en train d'inventer et de faire. Peut-être certains et certaines nous rejoignent ce soir pour la première fois dans une réunion. Sûrement dans les groupes militants, vous voyez des nouvelles personnes qui arrivent et on voit ça partout dans le pays. C'est absolument incroyable. Souvent d'ailleurs ce sont des jeunes qui s'engagent après la présidentielle en disant « Nous ne pouvons pas supporter d'avoir de nouveau la politique d'Emmanuel Macron ». Et quand je disais que nous tenions le fil de l'histoire, il y a 86 ans exactement, le Front populaire remportait les élections législatives. Et le Front populaire, même le Front populaire, il n'y avait pas un accord
sur 100% des circonscriptions. Ce qui vous fait quand même imaginer le caractère historique de ce que nous sommes en train de créer et d'inventer ensemble. Le Front populaire, ce n'est pas juste la victoire du Front populaire qui permet d'avoir des grandes conquêtes sociales dont nous jouissons encore aujourd'hui. Le droit au congé payé, la diminution du temps de travail, l'augmentation des salaires. Tout cela a été arraché aussi par des grèves massives, des mobilisations populaires dans ce pays. Eh bien, il y a 86 ans, un autre monde est né. Nous disons 86 années après que nous sommes prêts à en faire naître un autre. Alors, vous l'avez vu, il y a un petit vent de panique de la part des macronistes dans le pays, qui vient de l'Élysée, de Matignon et d'autres. Alors bon, je vais vous passer tout ce qu'ils ont dit sur nous, mais nous sommes, et vous êtes ici avec nous, des anti-républicains, des wokistes, des islamo-gauchistes, des nageuses en burkini, et je ne sais quelle autre chose qu'ils ont réussi à inventer sur la force que nous sommes en train de construire. Eh bien, depuis Toulouse, nous leur disons qu'ils ont raison d'avoir peur. Ils ont raison d'avoir peur pour plusieurs raisons. D'abord parce que oui, avec nous, les 12 et 19 juin, les 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays, les 12 millions de personnes qui ont froid dans leur logement, les 7 millions de personnes privées d'emploi, les 300 000 personnes qui dorment à la rue ont un bulletin de vote pour les représenter. Et parce qu'ils ont raison d'avoir peur d'une force progressiste déterminée, prête à prendre le pouvoir parce que nous sommes prêts à le faire. Ils ont raison et pas de chance pour eux, leur outil d'habitude extrêmement puissant, les sondages, qui aident à penser que tout cela est impossible, que vous êtes en train de rêver. Eh bien, les sondages nous mettent systématiquement premiers. Alors, parfois, ils essaient de baisser la participation extrêmement fortement pour essayer de montrer que nous sommes en coude à coude avec La République En Marche. Mais je vous rappelle que la dernière fois, les macronistes ont eu la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 32% des voix. Aujourd'hui, nous sommes sondés à 30%. Donc oui, ils ont des petites raisons de paniquer. Et leur seule manière de répondre, c'est l'attaque, parce que je comprends que, par exemple, faire campagne pour dire « avec nous, nous allons augmenter le SMIC de 24 €, comme ils doivent le faire, puisque c'est à peu près leur programme, alors que nous, c'est plus facile avec le SMIC à 1 500 €, je comprends qu'il n'est plus que ça pour faire campagne. Donc nous sommes premiers dans les sondages, et cela leur déplaît de manière assez manifeste. Alors, je voulais vous donner quelques chiffres, avant de m'en arrêter là et de donner la parole à Adrien Clouet, pour vous convaincre qu'il nous faut un déferlement populaire sur les urnes les 12 et 19 juin. Pourquoi un déferlement populaire? Parce que tout va dépendre du nombre de gens qui vont s'emparer du bulletin de vote ces 12 et 19 juin. Je vous donne quelques chiffres qui viennent de sondages, donc qui peuvent être sujets à caution, mais qui vous donnent quand même une petite idée. S'il y a 50% de participation dans le pays, nous pouvons être au second tour dans 463 circonscriptions. Je rappelle qu'il y en a 577 et qu'il nous en faut 289 pour avoir la majorité. Donc 463, c'est pas mal. Plus 8 élus au premier tour. La dernière fois, il y a eu un seul élu au premier tour. C'était un élu de La République En Marche à Paris. Peut-être vous en rappelez-vous, celui qui ne savait pas compter le nombre de gens qui étaient SDF à Paris et qui n'en voyaient quasiment aucun. Bon, ça serait un autre signal si vous avez 8 élus de la NUP qui sont élus directement au premier tour. Ça, c'est dans un cas à 50%. Dans un cas à 60%, nous pouvons être au second tour dans 520 circonscriptions sur 577, avec 24 députés élus au premier tour. Puis je vais vous dire le dernier chiffre, même si là on commence à être très très élevé, mais c'est pour vous motiver. Si on a 80% de participation, alors nous sommes au second tour dans 536 circonscriptions, avec 37 députés au premier tour, ce qui fait 573 circonscriptions sur 574. Nous en laisserions généreusement 4 aux autres. Bon, il faut bien de temps en temps. Tout ça pour vous dire que l'enjeu principal pour nous, il est autour de la participation populaire. Et pour ça, notre tâche historique, et je vais peut-être terminer sur cette question-là, notre tâche historique, c'est de faire comprendre l'enjeu de ces élections législatives. Je crois que beaucoup de gens dans le pays, lorsque Jean-Luc Mélenchon a dit « Élisez-moi Premier ministre », ont compris que rien n'était fini et qu'à portée de bulletin de vote se trouvait la retraite à 60 ans, se trouvait le SMIC à 1 500 €,
se trouvait l'allocation d'autonomie pour les jeunes à 1063 €, se trouvait la planification écologique, se trouvait ce milliard d'euros si nécessaire pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes dans notre pays, se trouvait le référendum d'initiative citoyenne, et je pourrais continuer sur les 650 autres mesures que nous avons dans notre programme. Faire comprendre l'enjeu, faire comprendre que rien n'est fini et que non, nous ne sommes pas condamnés à vivre 5 ans de macronisme de plus. La deuxième des choses qui est très importante, faire connaître les dates. Parce que beaucoup de gens qui, même s'ils ont compris l'enjeu, ne vont pas forcément se rappeler que c'est ce dimanche-là, justement, qu'il va falloir aller voter. Et ça commence évidemment par le militantisme, ce qui est fait, le porte-à-porte et autres, mais ça commence aussi par son cercle proche. Rappeler à ses collègues, à ses amis, à ses cousins, à ses voisins, que l'élection c'est aujourd'hui, et que cette élection peut encore tout changer dans notre pays. Et puis il y a un troisième enjeu, qui est notre troisième tâche. C'est que partout dans le pays, dans votre circonscription en premier lieu, mais partout dans le pays, on puisse identifier les candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Alors, si ici il y a des profs de philosophie ou de maths, on peut vous dire la version compliquée, vous la gardez pour vous. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ce signe-là, que vous voyez ici? Nous l'avons choisi parce que c'est la lettre grecque qui veut dire, qu'on appelle le nu, donc la nouvelle union. Mais ne dites pas ça en porte-à-porte, ne dites pas ça aux gens parce que, bon, sauf si effectivement vous avez un prof de philo. Faites simple, dites aux gens partout dans le pays, ceux qui sont d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, et le gouvernement de la Nouvelle Union populaire, c'est ceux qui ont le V de la victoire sur leur bulletin. Voilà ce qu'il va falloir faire dans les prochains jours qu'il reste. Faire connaître l'enjeu, faire connaître les dates, faire connaître le V pour que tout le monde identifie bien et comprenne bien le bulletin qu'il y aura le jour du 12 et 19 juin. Voilà les principaux enjeux qui sont devant nous. Et je vais vous dire, s'ils sont aussi paniqués, c'est que nous pouvons y arriver. C'est que nous sommes plus nombreux et nombreuses qu'eux. Et que finalement, là, ce qu'on a observé, c'est un rabougrissement du macronisme. Ils sont en train d'avoir peur et nous leur disons qu'ils font bien d'avoir peur et que nous espérons qu'ils n'ont pas défait leur carton trop vite à Matignon et dans les autres ministères. Parce que oui, les 12 et 19 juin, non seulement le peuple va rentrer à l'Assemblée, mais le peuple va prendre les commandes de ce pays pour enfin tout changer dans ce système de malheur. Et je vais vous dire que ici, si nous voulons réussir à avoir la majorité des députés, ici, vous faites évidemment partie des circonscriptions où Adrien Clouet doit gagner. Si Adrien Clouet ne gagne pas, nous n'aurons pas la majorité à l'Assemblée nationale. Donc nous n'aurons pas de gouvernement avec nos mesures qui seront prises. Et je vais vous dire qu'après ces 3 ans sans élection, avec tapis rouge pour Emmanuel Macron, donc nous avons impérativement besoin de toutes les énergies pour envoyer Adrien Clouet à l'Assemblée nationale et pour envoyer surtout une majorité qui nous permettra de gouverner et de changer radicalement nos vies. Je vous fais confiance pour cela et je vous remercie infiniment et vous souhaite beaucoup de courage pour les 2 semaines à venir. Merci à vous. Alors, c'est toujours compliqué de passer après Mathilde en général. C'est compliqué de passer après Mathilde ici en particulier. D'autant plus que depuis 15 ans, le plus souvent, lorsque je parle après toi, c'est plutôt dans une crémaillère avec des amis, donc ça change d'ambiance, bien entendu. Même si nous sommes là aussi, tu l'as dit, rassemblés pour un événement qui est un événement de joie et de fête, à savoir la première fois de l'histoire de ce pays à gauche que nous connaissons une union sur la base d'un programme dédié à un gouvernement pendant 5 ans. Et une union qui se fait non pas sur des plus petits dénominateurs communs, mais une union qui se fait sur un souhait de rupture nette dans le domaine démocratique, de rupture nette dans le domaine écologique et de rupture nette dans le domaine social. Bref, partout dans le pays, vous avez en ce moment des gens qui se retrouvent au-delà de leurs appareils politiques éventuels afin d'organiser cette rupture, construire un autre monde et prendre le pouvoir le 12 et 19 juin en envoyant Jean-Luc Mélenchon à Matignon, remplacer Madame Borne, vous le savez, qui a
développer, tu l'as évoqué juste avant, la réforme de l'assurance chômage. Eh bien, il est temps de lui faire découvrir à elle aussi les joies de l'intérim. Et si jamais cette situation, si jamais cette urgence est forte, elle l'est dans tout le pays, elle l'est également particulièrement ce soir, aujourd'hui, en ce moment, dans notre circonscription, qui est un des territoires qui concentre les effets du macronisme. Ce que nous vivons dans la première circonscription de Haute-Garonne, c'est du macronisme passé à la loupe. C'est un logement dont le prix a pris 20% depuis 2017, ce qui signifie que si votre salaire n'a pas bougé, votre logement a perdu un cinquième. Si vous viviez dans un 25 mètres carrés en 2017, aujourd'hui c'est un 20 mètres carrés. Voilà ce que signifie le macronisme. La hausse des prix, ce n'est pas qu'un phénomène abstrait qu'on pourrait déplorer lorsqu'on se réunit en famille. C'est un phénomène concret qui supprime le droit à l'intimité et à l'existence humaine pour des milliers de personnes. Par ailleurs, cette circonscription a aussi connu une concentration, une explosion de la pauvreté depuis 5 ans. Peut-être avez-vous vu récemment le documentaire sur France 3 à propos du crédit municipal. Je vois quelques têtes qui disent oui, j'en vois aussi qui disent non. J'ai noté qui avait dit non. Non, mais je vous enverrai un truc quand même, il faut suivre. Bon. Peut-être, donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, le Crédit municipal de Toulouse a réouvert ses portes largement. De quoi s'agit-il? D'une institution publique où vous allez déposer des biens qui ont un peu de valeur. Ça va être un bijou, une boucle d'oreille, une montre, quelque chose que vous avez peut-être hérité de parents ou de grands-parents. Vous les déposez en échange d'un peu d'argent frais. Et vous avez désormais des centaines de personnes qui vont déposer une boucle d'oreille pour obtenir 25 € pour tenir la fin du mois. Lorsque Macron refuse d'augmenter le SMIC, il n'est pas simplement en train de faire des grands équilibres comptables, il est surtout en train d'obliger des centaines de personnes à gager leurs biens les plus précieux pour survivre pendant une semaine. Troisièmement, les questions de précarité ont également frappé et défiguré la circonscription dans laquelle nous vivons. Pas loin d'ici, lorsque vous allez au chalet, vous avez peut-être vu se monter cette dark kitchen. Alors dark kitchen, qu'est-ce que ça veut dire? Un terme anglo-saxon. Je vais parler un peu la langue de l'occupant ce soir. Alors, dark kitchen, qu'est-ce que c'est qu'une dark kitchen? C'est un établissement dans lequel des travailleuses et des travailleurs produisent de l'alimentation qui n'est pas vouée à la consommation en restaurant, mais qui est vouée uniquement à la livraison. Deliveroo, Uber et compagnie. Que se passe-t-il donc? Vous avez dans cette rue un balai de scooters, nuit et jour, qui va récolter la nourriture, qui va la déposer chez des classes moyennes qui n'ont plus les moyens d'aller au restaurant et donc commandent de la nourriture toute faite dans un établissement qui est voué de manière industrielle à en produire. Et au sein de cette dark kitchen, vous avez tous les ingrédients de la situation contemporaine. Des coursiers qui ne sont pas salariés et n'ont donc aucune protection en cas d'accident, par exemple accident de la route sur le scooter, et un gaspillage absolument déplorable de plastique, puisque des kilos sont dépensés par jour et par habitant, qui conduisent donc à une réunification en un seul point, en une seule rue, des crises écologiques et sociales que traverse la circonscription. Quel étonnement, dès lors, que Toulouse connaisse un niveau de pollution record, notamment de pollution de l'air, vous le savez, un niveau de pollution record qui a conduit l'État à être condamné pour inaction climatique au nom de la situation que nous vivons ici. C'est tellement grave ce que nous respirons et ce que nous avons dans les poumons que des tribunaux ont jugé que l'État devait être condamné pour cela. Bien, l'État a été condamné, l'État a payé, et pendant ce temps-là, les gens meurent toujours. D'où l'importance absolue et incontournable d'engager la bifurcation écologique dont tu as parlé juste avant. Mais cette bifurcation, non seulement elle n'est pas menée par le gouvernement, mais elle est même sabotée. Et ce sabotage, on le voit également là où nous vivons. Je pense ici au CNES, le Centre d'études spatiales. Centre d'études spatiales qui est dédié à l'exploration des confins de l'univers, qui s'occupe également de travailler sur les manières dont on peut modéliser les évolutions climatiques, observer la Terre depuis l'espace, bref, autant de dispositifs sans lesquels on ne peut pas penser le dérèglement climatique, on ne peut pas l'analyser et donc on ne peut pas répondre. Eh bien, qu'a fait le gouvernement du CNES, qui est un des fleurons de l'astrospatiale mondiale? Eh bien, il l'a transféré du ministère de la Recherche au ministère de l'Économie en lui imposant d'alimenter des startups qui sont censées devenir rentables. Et donc, tous les ans, quelques sortants d'écoles de commerce viennent toquer à la porte du CNES, empocher un petit peu d'argent pour créer une start-up dans un domaine dont ils ne connaissent absolument rien, et donc réduire les fonds qui sont alloués aux astrophysiciennes et astrophysiciens qui, eux, font le travail sérieux. Bref,
non seulement le dérèglement climatique est engagé, non seulement le gouvernement ne fait rien contre, mais en plus il démantèle ici même tous les outils dont nous disposons pour y répondre. Et lorsque l'on veut parfois penser à autre chose, par exemple sortir de manière... aller à un concert, aller au théâtre, etc., on a dans cette circonscription une densité très importante d'espaces culturels. On a ici des artistes de renommée mondiale. Mais que fait la mairie? Elle a engagé, depuis maintenant plusieurs mois, une stratégie d'élimination idéologique de certains acteurs du secteur culturel qui sont progressivement l'un après l'autre détricotés et dont les institutions sont détruites. Je pense ici à Mixar, dont nous étions à la soirée de soutien samedi dernier. Mixar, qui a connu des difficultés financières, la mairie est venue à l'aide de Mixar en rachetant le sol et les locaux pour les leur louer. Une intention bien généreuse qui leur a permis de commanditer ensuite une étude de sécurité, après avoir vérifié que certaines normes n'étaient pas valides, pour les expulser toutes et tous. Et donc je vous invite à vous rendre à chacune des soirées de lutte pour Mixar et à défendre l'existence d'un secteur culturel toulousain qui ne soit pas à la botte de la mairie, mais qui serve réellement à chercher l'émancipation humaine dans les arts et dans la culture. Et cette lutte sur les questions culturelles, ce n'est pas qu'une lutte économique, ce n'est pas uniquement pour se débarrasser d'un secteur qui serait cher. Il est très intéressant, en tout cas je vous y invite également, de lire la lettre qu'a adressée la maire de quartier aux riveraines et aux riverains de Mixar. Une lettre dans laquelle elle explique que le territoire pourrait être utilisé pour construire une école. Parce qu'évidemment, la culture ou l'école, il faut choisir. Certains, la mairie, ont choisi et n'ont toujours pas trouvé. Bon, mais il les oblige à choisir entre une école et un secteur culturel, premièrement. Et pourquoi sacrifier cet établissement culturel-là? Car, comme le dit la maire, rendez-vous compte, ces gens-là ont un projet politique. Politique déjà. Alors, quand on est de droite politique, il faut huer. Donc, il y a un projet politique de gauche. Alors qu'on est de droite, on hue une deuxième fois, bien sûr. Non, mais je vérifie qu'il n'y a pas quelqu'un de la mairie quoi, dans la salle. Donc, un projet politique de gauche résolu à lutter contre le patriarcat, contre le sexisme et contre le racisme. Imaginez le truc, quoi. Vous regroupez des gens qui ne sont pas sexistes, qui ne sont pas misogynes et pas racistes dans un même endroit, et en plus, vous leur filez du fric. Bon. Rassurez-vous, Moudin qui est passé par là, il coupe. Alors, avec nous, on peut vous assurer que nous serons en défense systématique, perpétuelle et irréductible de tous ces endroits qui tentent de faire exister une scène culturelle toulousaine autonome en dehors des griffes de la mairie. Et si effectivement nous sommes une loupe du quinquennat Macron, nous sommes aussi, dans cette circonscription, un des endroits où se préparent les marmites de l'avenir du pays. Ce bulletin de vote, le 12 et 19 juin, n'est pas qu'un bulletin de résistance à l'égard d'Emmanuel Macron, à l'égard de ses affidés locaux, on en reparlera, on les laisse pour la fin, mais c'est aussi un bulletin de vote pour l'avenir du pays, notamment pour trancher sur deux manières de faire de l'écologie. Veut-on une écologie populaire? Je dis ça à côté de la théoricienne du concept, en plus. Bah oui, hein. Voilà, mais elle est modeste. Donc je dis ça à côté de la théoricienne du concept. Est-ce qu'on est sur une écologie populaire ou sur une écologie libérale? Et les choix qu'on va faire dans cette circonscription sont des choix qui engagent le territoire, qui engagent la ville, le département, la région et la nation tout entière. Notamment, vous le savez, car nous sommes la pointe avancée internationale de l'industrie aéronautique. Et donc nous avons une responsabilité politique majeure à engager ici les choix qui rendent soutenable ce type de production, soutenable pour les salariés qui y exercent, pour les riverains qui y vivent et pour le pays, pour la planète qui parfois en subit les conséquences. Or, ces conséquences, ouvriers, techniciens et ingénieurs ont des solutions, ont des projets, savent comment faire pour réduire l'impact carbone, pour développer ce qui se fait de mieux au niveau international, pour se déplacer du court courrier vers le long courrier. Bref, celles et ceux qui y travaillent ont des solutions. Pourquoi ces solutions n'arrivent jamais dans le débat public? Je vais vous le dire. Une entreprise comme Airbus. Et est-ce que quelqu'un connaît un peu le capital d'Airbus? C'est une deuxième question piège. En général, celui qui dit oui a un truc louche. Bon. Capital d'Airbus, non mais peut-être des actionnaires. Les mecs qui flippent, ils viennent ce soir. Bon, le capital d'Airbus, c'est 75% de ce qu'on appelle du capital flottant. C'est-à-dire
des acteurs qui détiennent des titres pour une durée sans limite, qui s'achètent, qui se revend. Airbus est donc un produit spéculatif. Dit autrement, notre département et notre région sont enchaînés à un produit spéculatif. Qu'est-ce qu'on fait lorsque on a face à soi une industrie de pointe, une industrie qui attire parmi les cerveaux les plus brillants de l'aéronautique, et des propriétaires qui ne laissent pas s'exprimer les vœux, les projets à long terme, qui ne laissent pas s'exprimer les capacités productives? Eh bien, on fait comme avec une noix, on prend un casse-noix. La noix, c'est la spéculation. Le casse-noix qu'on propose, c'est d'un côté la montée de l'État au capital pour permettre d'avoir une vision à long terme dans l'industrie, dans Airbus. Il faut que l'État ait une responsabilité plus forte pour pouvoir engager des projets sur 10, 15 ou 20 ans. Et l'autre côté du casse-noix, ce sont les droits des salariés. Les droits d'intervention sur les décisions stratégiques de l'entreprise et un droit de contrôle sur les projets, leur contenu et leur avenir. Alors peut-être avez-vous entendu Pierre Baudis, le VRP de l'Élysée sur la circonscription. Peut-être avez-vous entendu Pierre Baudis déclarer que nous menacions Airbus par nos propos. Alors Pierre Baudis, lui, il décolle pas, il plane. Hein. Donc, alors nous menacerions Airbus. La seule chose aujourd'hui qui menace Airbus, ce sont ses actionnaires qui, tous les 2 mois, en assemblée générale des actionnaires, veulent voir du rendement, qui, tous les 2 mois, exigent que chaque projet lancé soit d'ores et déjà rentable et qui, tous les 2 mois, exigent des ouvriers, des techniciens et des ingénieurs qui ne montrent pas de blanche, non pas sur l'intérêt général humain des projets qu'ils mènent, mais sur la rentabilité immédiate et sur l'avidité qu'on peut satisfaire avec elles et avec eux. Et vous le savez, dès 2012, Tom Anders, ancien PDG de Airbus, je vois des gens ici qui ont travaillé à l'inspection du travail, qui font oui de la tête, qui ont l'air d'avoir gardé un très bon souvenir de ce monsieur. Tom Anders disait « Airbus doit devenir une entreprise comme les autres ». Eh bien, non, monsieur Anders, nous ne voulons pas être un département comme les autres et mener une vie comme les autres. Nous voulons une entreprise d'intérêt général et non pas une boîte comme n'importe lesquelles, c'est-à-dire une entreprise fragile, une entreprise liée au sort de ses actionnaires, une entreprise qui ne permet pas à ses salariés de s'exprimer. On mérite mieux avec Airbus qu'une entreprise normale et nous sommes là par la montée de l'État au capital, par la planification et par les droits des salariés, pour assurer que Airbus reste un fleuron international, reste à l'avant-garde de ce qui se fait de mieux dans l'aéronautique, et surtout demeure le lieu où s'invente l'avenir et la protection à la fois de nous comme individus et de la planète comme espace d'existence collective. Mais lorsqu'on parle d'aéro, on ne peut pas se contenter de parler d'Airbus. À côté d'Airbus, qui est donc le lieu de production de l'industrie aéronautique, vous avez aussi un aéroport, Blagnac, qui est évidemment très intéressant à observer. Il est intéressant à observer, d'abord, car il incarne toutes les recettes de M. Macron. Personne n'a oublié que cet aéroport a été vendu à un consortium canado-chinois qui s'est rué dessus pour s'empresser d'essayer de le démanteler et opérer une plus-value extrêmement juteuse. Dit autrement, c'est ici, dans la première circonscription de Haute-Garonne, qu'on a découvert les recettes de M. Macron, à l'époque où il était encore ministre sous François Hollande. On a découvert ses recettes, on a découvert ce qu'il propose, et donc on est plus armé que n'importe où ailleurs dans le pays pour vouloir s'en débarrasser. La question, c'est à quoi sert un aéroport? Est-ce qu'il s'agit d'organiser des déplacements utiles à la population? Ou est-ce qu'il s'agit de faire des opérations boursières? Eh bien, nous, notre réponse, c'est évidemment la première. Un aéroport sert à organiser des déplacements utiles à la population et non pas à organiser des opérations boursières, comme je disais à l'instant, qui culminent en pagaille absolue, dans laquelle plus aucune prise de décision rationnelle n'est possible. Le temps de mettre tous les actionnaires autour de la table, ça prend déjà 2 mois. Et un bon exemple de ça, c'est le plan pandémie, par exemple. Savez-vous qu'il y a 6 ans, les syndicats de l'aéroport de Blagnac ont proposé d'adopter un plan pandémie. Ils se sont dit, un jour, bon, ils avaient lu des articles scientifiques, ils se sont dit, quand même, si un jour il y a une pandémie qui se déclenche, ce serait peut-être bien d'avoir un protocole spécifique d'urgence qu'on pourrait activer pour que se maintienne le travail dans l'aéroport et qu'on puisse continuer à opérer les activités vitales. Bon, la direction ne voyait pas l'intérêt, elle leur a dit, mais les grandes pandémies, mais pensez-vous, la peste noire à Toulouse, ça fait si longtemps. Donc, évidemment, ils ont écarté l'idée d'un plan pandémie avant de se réveiller au moment de la crise du Covid-19 en disant « Mais votre idée il y a 6 ans,
C'est pas mal. Est-ce que vous pouvez ressortir le dossier? Et donc, ils ont mis 6 mois, après avoir attendu 6 ans, à adopter un plan pandémie que les salariés avaient pourtant déjà rédigé, proposé, qui avait été refusé en amont. Tout ça pour dire que si on veut planifier, ça ne peut être qu'en s'appuyant sur les salariés, car les salariés sont toujours dans tous les secteurs du pays, dans toutes les entreprises, celles et ceux qui planifient, car ce sont celles et ceux qui tiennent à l'outil de travail, qui savent l'utiliser et qui veulent voir loin pour se protéger eux et être utiles à la population autour d'eux. Mais pour bifurquer comme il le faut, tu l'as évoqué tout à l'heure, il va bien sûr falloir avoir une tactique politique. Notre tactique, elle est simple, finalement. Votez NUP partout, vous aurez des députés NUP partout. Et si vous avez des députés NUP partout, vous aurez Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Et si Jean-Luc Mélenchon est à Matignon, Emmanuel Macron, bon, d'abord, il séchera les larmes, et le lendemain, il ne pourra presque plus rien faire, ni au Conseil des ministres, il n'aura presque aucun pouvoir d'intervention, ni même, et c'est important de le souligner, au niveau européen, puisque les grandes décisions sont prises dans les conseils des ministres, puisque la plupart des autres pays de l'Union européenne sont des régimes parlementaires, à peu près rationnels et sensés, où les gens votent pour des mouvements politiques et des idées, non pas pour des monarques républicains. Et donc c'est là-dedans que vont se jouer les grandes décisions des 5 ans à venir. Et donc, si nous prenons le pouvoir ici et que nous prenons le pouvoir à Matignon, ça veut dire que nous faisons bifurquer non seulement la France, mais nous faisons bifurquer l'Union européenne dans son ensemble. Et donc, l'étape à franchir, c'est de renvoyer ce gouvernement de bras cassés absolus. Tu as donné des exemples tout à l'heure. Vous le savez, peut-être certaines et certains d'entre vous sont-ils concernés. On atteint les 11 mois de retard des versements pour la CAF, maintenant, depuis le changement d'un logiciel. Alors, c'est pas McKinsey, c'est les voisins. Ils ont inventé un nouveau logiciel, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc les gens n'ont pas d'argent. Voilà, donc on attend qu'ils mangent de la brioche. 11 mois de retard pour les allocations CAF. On a, tu l'as expliqué, la promesse sur l'électricité, les tarifs qui n'étaient pas censés monter, ils monteront à la rentrée. Bref, ces gens-là sont les Mr Beans du social. Il faut s'en débarrasser et avoir des gens capables, compétents et résolus à mener à bien une politique et tout simplement capables de la penser, de la mettre en œuvre et de s'y tenir de bout en bout sur 5 ans. Et alors j'imagine que vous avez vu un peu le casting, parce que bien sûr, je sais bien que toutes et tous vous avez envie que Mathilde et moi on siège à côté à l'Assemblée nationale. Déjà parce que ça va swinguer, bien sûr. Attention, il va y avoir de l'émulation entre les deux. Bon, ça va swinguer, mais en plus parce que vous avez quand même vu le casting. Vous avez vu le casting du gouvernement actuel. Je voudrais en citer 2 uniquement. Première, c'est Amélie de Montchalin. Alors, non, mais souvent, quand on dit son nom, les gens se marrent. Je sais pas pourquoi. Non, mais ça marche à tous les coups. Là, je vais Amélie de Montchalin. Bon, on va s'arrêter à 2 fois. Vous savez, c'est cette dame qui versait des grosses larmes sur l'ISF. Enfin, sur l'ISF, sur les gens qui payent l'ISF, bien évidemment. Et donc, Amélie de Montchalin se retrouve à un poste de pilotage des questions écologiques, désormais, comme ministre. Alors, nous avons donc comme ministre sur le sujet une dame qui, lorsqu'on a voté pour interdire les perturbateurs endocriniens, elle était absente. Lorsqu'on a voté pour interdire l'importation de denrées produites avec des substances interdites, elle faisait la pause pipi. Lorsqu'on a voté pour indemniser les victimes de pesticides, là, elle était là, mais elle a voté contre. Voilà, ça, c'est le profil de personnes qui siègent aujourd'hui dans ce gouvernement. Et donc, ça se donne des raisons majeures de s'en débarrasser de ce gouvernement et de chacun d'entre eux qui est dans son sein. Et à côté de Amélie de Montchalin, j'en ai vu 2 qui ont encore rigolé, vraiment arrêtez. À côté d'Amélie de Montchalin, vous avez le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Alors apparemment, non mais d'après mes sources, le PDG de Monsanto n'était pas libre en fait pour être au gouvernement. Donc, non mais ils ont mis Marc Fesneau. Mais c'était Bayer, Monsanto ou Marc Fesneau. Bon, il a répondu au téléphone le premier. C'est un peu le Manuel Valls de l'agriculture. Donc, Marc Fesneau, c'est ce monsieur qui est favorable au glyphosate, favorable à l'élevage en cage, favorable à la chasse à la cour, favorable à exporter les animaux vivants sans aucune limite. Bref, Marc Fesneau, ce n'est pas le ministre des lobbies. Marc Fesneau, c'est le lobby féministe. Et enfin, oui, féministe, pas féministe. Non, il siège avec les autres, quoi. Pas besoin de faire un dessin.
Et alors, ici, face à ce bilan détestable, la Macronie tente une bouée de sauvetage. Une bouée de sauvetage qui consiste à avoir un candidat qui ne s'appelle pas Macron mais Baudis. Et encore, si seulement. Bon, donc ils ont ici Monsieur Baudis, donc, dont il est difficile pour l'instant de connaître bien le discours puisqu'il refuse le débat. Alors, il a cédé finalement, il a accepté dans la semaine. Vous saurez enfin, ce que M. Baudis est un peu dans le ventre. Et on comprendra pourquoi l'Élysée finalement l'a désigné. C'est quand même ça qui nous intrigue dans cette circonscription. Mais on a déjà quelques indices. Par exemple, on a ces tracts qui sont distribués sur les marchés. Tracts très intéressants à lire. Enfin, lisez pas tout, prenez un mot sur deux. Mais tracts intéressants à lire sur quelques aspects, notamment sur les mensonges électoraux. C'est un des rares candidats qui, pas encore élu, raconte déjà n'importe quoi. Exemple, il s'inscrit dans le projet de M. Macron en disant « plus aucune retraite en dessous de 1100 €. Alors ça, c'est le programme de Mélenchon. Hein. Donc je veux bien qu'on ait une bonne influence sur M. Baudis, et je m'en réjouis. Peut-être que s'il reste 6 mois ici, à la fin, il terminera bolchevique et chevelé, je ne sais pas. Non, mais il y a de la marge, Mais en tout cas, il défend aucune retraite sous 1100 €. Ça, c'est pas le programme de Macron. Le programme de Macron, c'est aucune retraite à taux plein en dessous de 1100 €. Ça veut dire que le programme de Macron, c'est que vous pouvez bosser toute votre vie et faire toutes vos annuités et finir au seuil de pauvreté. C'est ça le programme de Macron. Et ce que M. Baudis essaie de vous vendre comme un acquis social se résume à cela. La pauvreté après une vie intégrale de travail et 42 annuités. Ainsi, je vais en finir là. Les 12 et les 19 juin, vous avez bien sûr une élection législative, mais c'est important d'expliquer à vos proches que cette élection est aussi quelque part un référendum. C'est un moment où vous avez 2 types d'options qui sont disponibles. Alors, la circo 1, c'est facile. Vous avez un bulletin de vote. Alors, dessus, il y a un V, un U pour les collègues profs de philo. Il y a un V, il y a marqué Adrien Clouet, il y a marqué Aline Combre, il y a marqué Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Si vous le mettez dans l'urne, eh bien, à la fin, vous avez Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, et un gouvernement de gauche. Et vous avez une dizaine d'autres bulletins qui, à la fin, ont tous le même résultat. Macron reste, Borne aussi. Tous, les uns parce qu'ils sont macronistes. On va pas jeter la pierre à M. Baudis ou M. Rocca de vouloir investir Borne. C'est leur école philosophique. Ce sont les gens extrêmement cohérents. Si vous votez pour eux, à la fin, vous avez Borne et Macron. Vous avez les Républicains, le reste de la droite. Des gens qui vont aux élections et qui, au second tour, se rallieront au premier. Donc, vous votez pour eux, à la fin, vous avez Borne et Macron. Puis vous avez l'extrême droite, des gens qui, lorsqu'ils sont élus, ne siègent pas, ne vont pas à l'Assemblée, n'écrivent pas de texte, ne votent rien, et dont la patronne, Madame Le Pen, a déclaré qu'il était naturel qu'Emmanuel Macron ait une majorité parlementaire. Donc, si vous votez extrême droite, vous avez Borne et Macron. Il n'y a qu'un seul type de bulletin qui permette de se débarrasser de Madame Borne et de limiter, d'enchaîner à la table du Conseil des ministres M. Macron, c'est le bulletin pour la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Et je voudrais m'arrêter là, parce que je vais quand même pas vous occuper toute la soirée. Je sais que certaines personnes veulent encore faire du porte-à-porte, aller voir les voisins, donc je ne veux pas vous empêcher de faire ça, bien évidemment. On surveille, on envoie des militants derrière tout le monde pour vérifier ce que vous faites en rentrant, donc attention. C'est pas une parole en l'air. Bon, je voudrais évidemment remercier tout le monde d'être présent ce soir, évidemment. Je voudrais remercier Mathilde d'être venue, parce que c'est mon premier meeting avec toi en tant que candidat, ça provoque toujours beaucoup d'émotions de mon côté. Et puis, je voudrais vous laisser en rappelant cette phrase de Bertolt Brecht. Vous savez, très souvent, lorsqu'un fleuve déborde, on s'en prend au tumulte de l'eau, mais en fait, le vrai problème, c'est les rives qui l'enserrent. Je propose que le 12 et le 19 juin, on desserre les rives et qu'on aille inonder la plaine. Merci, et dans un mois, on gagne.